Bienvenue dans ce direct live improvisé. Donc, je vais vous demander de vous connecter naturellement, de partager, d'identifier les personnes qui peuvent être intéressées par ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous parlerons principalement de la tournée africaine de la Startup Academy, des faits d'actualité. Donc, connectez-vous. C'est un direct qui ne va pas mettre long. Donc, on en a pour 30 minutes maximum parce que c'est un direct improvisé afin qu'on puisse échanger, discuter juste un peu. Bonsoir Anis, comment tu vas? Il faut partager le direct ou identifier des personnes qui peuvent être intéressées. C'est un direct improvisé, donc d'ici 30 minutes, nous aurions terminé. On va parler de quelques faits d'actualité, de la tournée africaine de la Startup Academy et de beaucoup d'autres sujets qui peuvent concerner les problématiques que vous avez. Bonsoir Ibrahim, comment tu vas? N'hésitez pas de mentionner comme toujours en commentaire soit la ville, soit alors le quartier, le continent à partir duquel vous êtes en train de nous suivre actuellement. Bonsoir Roland, tonton Mathurin depuis le Faso, depuis Ouagadougou. Comment tu vas mon frère? Chapeau, merci d'être là et surtout merci pour l'accueil lorsque nous étions au Faso. C'est Roland qui nous a fait découvrir des endroits ironiques. Et d'ailleurs aussi le mémorial de Thomas Sankara. Merci beaucoup mon frère, merci. Comment tu vas Roméo? Partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées. On va commencer dans 5 minutes maximum. On en a pour tout au plus 30 minutes. On va parler de la tournée africaine de la Startup Academy. On va parler de quelques faits d'actualité. Je vais répondre à quelques-unes de vos préoccupations avant de mettre fin au direct. On aura un direct conventionnel certainement vendredi. Anis depuis la Tunisie. Enchanté mon frère. Comment tu vas? Yaya depuis la Côte d'Ivoire, le pays des boucantiers. Jean-Pascal Burkinabé depuis les USA. Magnifique, nous étions à Ouaga et voilà, c'était magnifique notre séjour là-bas. On nous suit depuis la France, depuis Brazzaville. Ange depuis Brazzaville. Enchanté. Comment tu vas Ange? N'hésitez pas à partager le direct, à identifier des personnes qui peuvent être intéressées. On va commencer dans 3 minutes. Daniel depuis le Togo. Certainement, on sera au Togo dans quelques mois. Melvin depuis le Gabon. Oui, le Gabon aussi, c'est une date qui est prévue pour la tournée africaine de la Startup Academy pour cette année toujours. Donc, on sera au Gabon aussi. Merci Abdel qui nous suit depuis Ouagadougou, qui est une ville magnifique. Ouagadougou du poulet bicyclette. Parce que je n'ai jamais autant mangé de poulet de ma vie en si peu de temps. Waouh, mais c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. En tout cas, Guizou, on t'attend au Cameroun. Hein. Nous, on est là au calme, tranquille. On gère le bled. Bruna, enchantée depuis la France. Harry Paul. C'est comment la mer? Nous, on est en direct depuis le bled. Oui, nous aurons une tournée au niveau de l'Occident globalement. En réalité, ce qui nous a freiné, c'est la Covid. C'est la Covid parce que, voilà, actuellement en Occident, organiser des événements, c'est assez difficile et délicat en fonction des pays. Donc, c'est la raison pour laquelle la tournée en Occident, en Amérique du Nord et même en Asie, on a décidé de reporter ça soit à la fin de cette année, soit en début de l'année prochaine.
Mais sinon, c'est ou plutôt ce sont des dates qui sont prévues, déjà calées même d'ailleurs pour plusieurs pays comme la France, comme la Belgique, comme l'Italie, comme le Canada, comme l'Allemagne. Mais nous n'avons pas souhaité venir maintenant parce que voilà, on préfère attendre d'abord que la situation sanitaire permette sur le plan événementiel de faire des choses intéressantes. Merci Myrine, comment tu vas depuis les États-Unis? Ça fait un bail. Merci Oumar depuis le Tchad, Evra depuis le Bénin. Voilà, visiblement c'est l'Afrique qui nous suit. Alors je vais commencer avec le direct comme je le disais antérieurement, c'est un direct improvisé. Donc aujourd'hui, je vais principalement parler de la tournée africaine de la Startup Academy. Je vais parler de quelques faits d'actualité. Et enfin, je vais finir par répondre à quelques-unes de vos préoccupations avant de mettre fin au direct. Donc on en a pour, je vais dire, une trentaine de minutes avant notre direct officiel hebdomadaire qui va se dérouler vendredi. Et là, ce sera pour beaucoup plus de temps. Alors, la tournée africaine de la Startup Academy, en réalité, c'est un projet que nous avons débuté en 2019, plus précisément en décembre 2019. Donc, il était pour... Nous avions pour objectif dans ce projet de pouvoir faire le tour des principales capitales africaines afin de pouvoir, dans un premier temps, partager notre expérience. C'était déjà ça. Dans un deuxième temps, de remettre en avant un concept très important en Afrique, qui est le fait que nous devons apprendre à travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle l'un des slogans de la Startup Academy, c'est le fait que le Cameroun, c'est notre quartier, la Côte d'Ivoire, c'est notre quartier, le Burkina Faso, c'est notre quartier, le Bénin, c'est notre quartier, parce qu'en réalité, notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Je l'explique assez régulièrement pourquoi en parlant de la conférence de 1884 à Berlin, etc. Donc, il était question pour nous, à travers la tournée africaine, de partager notre expérience que nous avons déjà eu à mener au Cameroun depuis 5 ans déjà avec la Startup Academy et surtout de cultiver le fait qu'il faudrait absolument que nous puissions travailler ensemble. Parce que, voilà, Claudel seul ne peut pas faire grand-chose. Ulrich seul ne peut pas faire grand-chose. La Startup Academy seule ne peut pas faire grand-chose. Nous pouvons faire, nous avons fait de notre mieux, nous continuons à faire d'ailleurs. Mais pour pouvoir toucher le processus de développement de l'Afrique de manière beaucoup plus importante, nous avons besoin de beaucoup d'autres personnes. Nous avons besoin d'un courant de pensée beaucoup plus grand. Nous avons besoin de toucher des personnes dans plusieurs environnements, au niveau de la diaspora, au niveau de l'Afrique. Nous avons besoin de nous mettre ensemble nos relations, mettre ensemble notre savoir, mettre ensemble nos connaissances, mettre ensemble nos moyens, mettre ensemble nos stratégies. En fait, nous avons besoin de tout mettre ensemble. Et pour cela, nous nous sommes dit en décembre 2019 qu'il était important que nous puissions faire un tour de l'Afrique. Parce que 2020 et 2021, pour nous, c'était des années assez stratégiques. Et nous nous sommes dit à cette époque-là qu'en 2020, nous allons faire une tournée africaine. Et après la tournée africaine en 2020, en 2021, ce sera la tournée occidentale avec des pays d'Europe, des pays d'Amérique du Nord beaucoup plus. Ensuite, des pays d'Asie et voilà, une trentaine de pays en Occident aussi. Alors, ce qui a fauché globalement notre programme, c'était la Covid parce qu'avec la Covid en début 2020, qui a commencé à frapper beaucoup plus l'Afrique aussi et qui touchait même déjà beaucoup l'Occident, avec les programmes de confinement et tout, il n'était plus possible de pouvoir organiser des événements comme nous le souhaitions. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre 2020 en stand-by. En 2020, on n'a organisé aucune tournée. Mais étant donné que nous communiquions déjà énormément dessus, on a décidé juste d'intensifier notre activité en ligne. C'est la raison pour laquelle, si vous observez bien, en 2020, on communiquait énormément en ligne. C'était en moyenne, par exemple, si je prends ma page Facebook, c'était en moyenne 4 vidéos par jour. Sur YouTube, c'était pratiquement la même chose. Aujourd'hui, on est déjà à près de 800 vidéos uniquement sur YouTube. Donc, plus de 34%, c'était exclusivement en 2020. Donc, on s'est dit, étant donné qu'on ne peut pas se déplacer, au moins nous avons l'opportunité, durant ce siècle,
de pouvoir transcender la connaissance à travers des moyens de communication, à travers Internet. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé à communiquer, donc, à organiser des webinaires, des conférences en ligne, des activités pour permettre à toutes ces personnes-là qui non seulement étaient confinées et qui ne pouvaient pas bénéficier forcément de notre connaissance en venant dans nos locaux, de pouvoir bénéficier de cela en ligne aussi. Donc en 2020, c'est principalement cela que nous avons fait. Et en 2021, étant donné qu'en Afrique, il y a eu, je veux dire, beaucoup de pays qui ont dû revoir leur stratégie en termes de mesures Covid, notamment en termes de confinement et tout le reste. Nous nous sommes dit que voilà, nous allons commencer par certains pays en Afrique dans un premier temps et progressivement toucher d'autres pays africains qui sont possibles, toujours en ce qui concerne cette situation sanitaire assez difficile. Et au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de la situation, nous allons toucher d'autres pays et aller en Occident aussi. Alors, d'un autre point de vue, c'était aussi une dimension très stratégique. Pourquoi? Parce que pour nous, il est important de prêcher ce qu'on vit. Il est important de prêcher ce qu'on réalise au quotidien. Il est important de parler de ce qu'on peut démontrer. Il est important de toujours parler de ce qu'on sait, de ce qu'on fait ou de ce qu'on est capable de faire par rapport à ses antécédents ou alors par rapport aux antécédents de l'environnement dans lequel on vit. Pour nous, c'était très important. Donc, nous nous sommes donné 5 ans pour apprendre. Pendant 5 ans, tout ce qu'on faisait était cloisonné principalement au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller dans d'autres pays. On avait des invitations dans plusieurs autres pays. On avait la capacité de nous étendre, d'ouvrir des sièges même dans plusieurs autres villes, dans plusieurs autres capitales. Mais nous nous sommes dit, ça ne sert à rien d'évaporer l'énergie qui n'est déjà pas assez importante. Il était d'abord stratégique pour nous de bien comprendre ce que nous faisons. Donc nous nous sommes donné 5 ans pour apprendre. 5 ans pour échouer le maximum possible. 5 ans pour nous frotter à l'environnement hostile qui est l'environnement entrepreneurial et l'écosystème entrepreneurial africain et plus spécifiquement du Cameroun. 5 ans pour voir la collision, pour analyser l'interaction lorsqu'on décide de travailler ensemble. 5 ans pour voir des personnes qui sont capables de résister à des périodes de stress assez importantes, à des périodes assez difficiles sur le plan même physique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral. Nous nous sommes donné 5 ans pour faire nos preuves sur le terrain. Parce que pour nous, il était inconcevable de sortir de notre environnement, d'élargir notre zone de confort pour aller prêcher un message que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas testé et dont nous n'avons pas encore les preuves que ce message peut être une lueur d'espoir. J'utilise bien peu. Je n'ai pas dit que c'est une lueur d'espoir parce que peut-être nous sommes aussi en train de nous leurrer. Qui sait, peut-être l'avenir nous dira. Donc, il était question pour nous de tester toutes les stratégies qu'on utilise dans notre environnement afin de démontrer d'abord à travers notre travail, à travers nos réalisations, à travers nos échecs qu'il est possible en Afrique, dans un pays cas d'école, de pouvoir tester des stratégies, de voir le résultat de ces stratégies. Et après 5 ans, nous avons atteint le minimum de maturité. Là, j'insiste sur minimum parce que 5 ans, c'est aussi petit en même temps. Mais ça nous a au moins permis de comprendre exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça nous a permis de comprendre les stratégies à utiliser si on souhaite collaborer dans un environnement africain, notamment de l'Afrique subsaharienne et dans un cas spécifique comme celui du Cameroun. Ça nous a permis de comprendre les business models qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Ça nous a permis d'identifier facilement ceux qui bluffent, ceux qui racontent des balivernes et ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Ça nous a permis de comprendre énormément de choses. Nous avons aussi beaucoup échoué. Il y a beaucoup de projets que nous avons lancés qui ont échoué. Nous avons perdu beaucoup d'argent.
Nous avons perdu beaucoup de proches. Nous avons perdu beaucoup de personnes qui au départ disaient « Je suis fan de vous, je suis fou de vous, je veux tout donner pour vous ». Et qui, après 2-3 challenges, ont commencé à nous faire comprendre que en fait, nous étions des fous et que le combat on n'est pas encore prêt pour le combat. Les Blancs sont trop forts, l'Occident est trop puissant. Et pendant 5 ans, on a appris. D'ailleurs, nous sommes toujours en train d'apprendre. Chaque jour qui passe, c'est un nouveau jour pour apprendre. Chaque jour qui passe, c'est un nouveau jour où on rencontre une nouvelle personne qui nous permet d'apprendre. Comme j'aime souvent le dire, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Comme pour dire que chaque jour, au travers d'une rencontre, au travers d'une discussion, au travers d'une expérience, au travers d'une expertise, au travers d'un investissement, on continue toujours d'apprendre. L'apprentissage, en réalité, il est permanent. J'aime souvent dire, nous sommes d'éternels étudiants. Parce que le jour où vous allez arrêter de vous considérer comme un étudiant, le jour où vous allez vous dire que je n'ai plus besoin d'apprendre parce que j'ai déjà beaucoup appris à l'école, le jour où vous allez vous dire je suis un expert, je maîtrise mon domaine, je sais comment ça va finir. À chaque fois qu'on dit je maîtrise, je sais toujours comment ça finit. En général, ça finit très mal. Moi, je suis un éternel étudiant. L'écosystème de la Startup Academy, nous sommes des éternels étudiants. C'est la raison pour laquelle nous aimons partager les minuscules connaissances que nous avons. Beaucoup de personnes prennent ça pour de la prétention. Beaucoup de personnes prennent ça pour de la prestidigitation même parfois. Beaucoup de personnes se disent, mais pour qui se prennent-ils? Est-ce qu'ils sont déjà milliardaires? Est-ce qu'ils sont multimillionnaires? Ils viennent nous parler en tant que qui? Ça montre à quel point nous avons été dénaturés, déstructurés intellectuellement, au point où partager ces connaissances devient de la prétention. C'est amusant. C'est beaucoup amusant. C'est amusant lorsque, au quotidien, nous rencontrons des personnes qui ne comprennent toujours pas l'importance de transmettre ces minuscules connaissances. L'importance de partager son savoir. En fait, partager son savoir n'est pas... On ne devrait pas nous commander afin que nous puissions partager notre savoir. Non. Partager son savoir devrait être obligatoire. Ça devrait être puni par la loi lorsque tu ne le fais pas. En principe, lorsque tu ne partages pas ton savoir, tu devrais être pendu directement. Et on devrait mesurer ça. Ça veut dire, on va mesurer mois après mois la quantité de savoir que tu partages. Et si on se rend compte, après 2 mois, après 6 mois, après 1 an, que tu ne partages pas suffisamment ton savoir par rapport à ce dont tu bénéficies. Quand j'ai partagé son savoir, ça peut être gratuitement, ça peut être en demandant une rémunération, ça peut être qu'importe. Mais on devrait mesurer ça et pendre ou aider à pendre ceux qui ne partagent pas leur savoir. Parce que ceux qui ne partagent pas leur savoir, ce sont des criminels qui doivent être pendus sur la place publique si nécessaire. Pourquoi est-ce que je dis que ceux qui ne partagent pas leur savoir doivent être pendus sur la place publique? C'est parce que, il y a de cela 3 jours, j'étais chez un coiffeur. Parce que voilà, j'avais déjà beaucoup de barbe, parce que ma barbe pousse assez rapidement. Je suis arrivé chez mon coiffeur, et quand je suis arrivé, je lui ai dit vraiment, mon frère, comme d'habitude. Parce que mon coiffeur, je n'ai plus besoin de lui dire la coiffure qu'il faut. Je lui dis seulement, comme d'habitude, mon frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tondeuse. Il a eu à mettre le dispositif qu'il faut sur moi pour me protéger des cheveux qui devaient tomber. Il a commencé à me coiffer. En fait, il y a beaucoup de personnes qui bénéficient d'une coiffure au quotidien ou qui se rasent elles-mêmes à la maison avec un rasoir. Mais qui ne comprennent pas qu'en réalité, le rasoir que vous êtes en train d'utiliser là découle du partage du savoir de plusieurs personnes. Parce que pour qu'on puisse atteindre le niveau du rasoir que vous utilisez et que vous avez acheté à 100 francs, 500, 5000, 10 000, ça dépend de la marque que vous utilisez. Pour qu'on puisse arriver à un dispositif qui permet de se raser la barbe, il a fallu que des personnes s'asseyent et se disent, étant donné que la barbe pousse, est-ce qu'on ne peut pas créer un dispositif pour raser la barbe? Il y a quelqu'un qui s'est intéressé
aux lames pour le rasoir. D'autres ont travaillé sur le rasoir. Et d'ailleurs, chaque mois, chaque année, on optimise. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux rasoirs qui sortent tout le temps, qui sont plus doux, qui sont plus fins, qui permettent de raser plus facilement, qui permettent de donner une sensation agréable lorsqu'on se rase. Il y a d'autres personnes qui se sont dit, voilà, il y a des personnes qui se rasent et qui ont des boutons, qui ont sorti des avant-rasages, c'est-à-dire ce sont des pommades qu'on va mettre avant de se raser. Il y a d'autres qui vont sortir des produits qu'on met pendant qu'on est en train de raser, comme des poutres. Il y a d'autres qui vont sortir des après-rasages. Vous imaginez à quel point, juste pour se raser, cela découle des connaissances de plusieurs personnes? Vous imaginez que pour que votre visuel soit beau à regarder, il a fallu que beaucoup de personnes s'asseyent, étudient, prennent leur savoir et partagent ce savoir pour que ça donne une lame de rasoir, pour que ça donne j'ai envie de dire, un rasoir, pour que ça donne une tondeuse, pour que ça donne une poutre, pour que ça donne un avant-rasage, un après-rasage, pour que ça donne des produits que vous utilisez pour lutter contre votre acné, pour que ça donne des produits qu'on va utiliser dans le domaine de la cosmétique pour se démaquiller le visage, pour se maquiller, pour pouvoir tracer ses sourcils. En fait, pour rendre ça possible, il a fallu que des personnes, à un moment donné, s'asseyent et se disent « On ne va pas garder notre savoir pour nous. On va utiliser le savoir qu'on a, on va faire des recherches, on va partager notre savoir. » Même si c'est payant, oui, mais on le partage quand même. Oui, on vous permet au moins d'acheter une tondeuse. C'est payant, c'est vrai. Mais si on n'avait pas partagé ce savoir, comment ferions-nous actuellement? Si on n'avait pas partagé le savoir, comment vous auriez eu des vêtements? Comment on aurait su la stratégie ou les techniques qu'il faut pour passer du coton au tissu et du tissu à un vêtement, à une chemise, à un sac? Comment on aurait su qu'on peut transformer des peaux d'ananas pour avoir du cuir synthétique qu'on va utiliser pour fabriquer une chaussure que vous portez en étant fier, en disant ma chaussure c'est telle marque, ma chemise c'est sur mesure. Si les autres ne partageaient pas leur savoir, comment on aurait pu faire un direct comme celui-ci? Avec un téléphone, avec une connexion Internet, avec un réseau 4G ou 5G en fonction du pays dans lequel vous êtes, avec une fibre optique, avec les lumières que j'ai eu à installer pour que les pixels ne se voient pas dans ma vidéo. Comment on aurait fait cela si des gens, à un moment donné, ne partageaient pas leur savoir? Bonsoir Minel, comment tu vas? Toujours connecté, comme d'habitude. Comment on aurait fait pour avoir un trépied comme celui-ci que j'utilise pour stabiliser mon téléphone avant de faire le direct? Comment on aurait fait pour avoir une climatisation comme celle qui est dans cette salle? Parce que là, je suis dans le siège de la Startup Academy à Yaoundé, afin de ne pas transpirer pendant le direct. Il a fallu que certaines personnes se disent « Je ne voudrais pas garder mon savoir pour moi. Je voudrais partager ce savoir avec d'autres personnes pour que ces autres personnes puissent en bénéficier afin que ça facilite la vie de tout le monde. » Oui, ça pourrait aussi rapporter de l'argent parce que partager votre savoir peut vous permettre de gagner de l'argent. Oui, et c'est légitime parce que vous êtes en train de faciliter la vie des autres. Parce que vous êtes en train d'apporter des solutions aux problèmes des autres. C'est normal que vous soyez rémunéré. C'est normal que vous gagnez votre vie. Si des autres personnes n'avaient pas créé un réseau social comme Facebook, un réseau social comme Dicalo, un réseau social comme Twitter, un réseau social comme WhatsApp, comment ferions-nous aujourd'hui pour communiquer aussi facilement, pour nous envoyer des photos, des documents? Mais vous, votre savoir, vous préférez le garder pour vous. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous ne trouvez pas que c'est malsain? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de ralentir l'évolution de l'humanité en gardant votre savoir pour vous seul? Ou alors en faisant en sorte que ce ne soit que vos enfants qui bénéficient de votre savoir? Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous vous imaginez si ceux qui avaient créé ou ceux qui ont découvert l'électricité décidaient de faire en sorte que l'électricité ne soit que pour leurs enfants à la maison? C'est qu'aujourd'hui, nous serions peut-être en train de vivre dans le noir.
C'est parce qu'à un moment donné, pour que la science évolue, pour que la société progresse, pour que nous puissions vivre de manière plus aisée, il faut qu'on transmette le savoir qu'on a. C'est un devoir. Puisqu'actuellement, vous êtes en train d'utiliser le savoir de quelqu'un, même pas le savoir, vous êtes en train d'utiliser les savoirs de plusieurs personnes. Le téléphone que vous utilisez pour suivre ce direct comporte les savoirs de plusieurs personnes. Il y a plusieurs brevets qu'on utilise afin de fabriquer un téléphone. Et ces brevets découlent du savoir de plusieurs personnes. Donc ça veut dire en utilisant votre téléphone, vous êtes en train d'utiliser le savoir que d'autres personnes ont partagé. En vous connectant sur Internet, vous êtes en train d'utiliser le savoir que quelqu'un d'autre a créé ou que plusieurs personnes ont créé. En achetant votre crédit pour vous connecter à Internet, vous utilisez certainement des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été créés par les personnes qui ont décidé de partager leur savoir. Votre voiture découle du savoir de quelqu'un. L'avion que vous utilisez pour vous déplacer rapidement et aller de pays en pays, ça découle du savoir de plusieurs personnes qui ont décidé de partager leur savoir pour faciliter la vie, pour nous permettre de nous déplacer plus facilement. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager aussi votre savoir alors qu'au quotidien, vous utilisez le savoir des autres? Est-ce qu'on doit vous supplier pour partager votre savoir? Surtout lorsqu'en partageant votre savoir, vous pouvez gagner de l'argent. Parce que votre téléphone, vous ne l'avez pas eu gratuitement. Parce que la connexion Internet, elle n'est pas gratuite. Parce que les lumières que j'utilise ne sont pas gratuites. Parce que la climatisation que j'utilise, elle n'est pas gratuite. Parce que l'accès à l'électricité n'est pas gratuit. L'accès à l'eau n'est pas gratuit. Ça veut dire, au-delà même du fait que transmettre son savoir soit indispensable, vous pouvez aussi gagner de l'argent en transmettant votre savoir. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous grandissons dans un environnement africain où des gens ont des savoirs extraordinaires, mais meurent avec ces savoirs. Disparaissent avec ces savoirs. Parce que disant, je ne veux pas qu'on copie, je ne veux pas que les autres... Ok, si vous ne voulez pas qu'on copie, il y a l'OAPI. Vous pouvez aller protéger votre savoir, vous faire payer à chaque fois que quelqu'un utilise votre savoir. Vous pouvez vendre votre savoir, vous pouvez partager votre savoir de manière payante et demander le prix qu'il faut, qui vaut le savoir que vous avez la latitude de le faire. Pourquoi vous mourrez avec votre savoir? C'est méchant. C'est méchant. Et il n'y a personne qui est idiot au point où il n'a rien à partager. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est idiot au point où de n'avoir rien à partager. Tout le monde a quelque chose à partager. Même votre manière de marcher, c'est quelque chose à partager. Parce qu'il y a des gens qui payent pour apprendre à marcher. Moi, avec ma marque Sur Mesure, j'ai eu à faire des castings de mannequins. Est-ce que vous savez que lorsqu'on recrute un mannequin, sa manière de marcher compte? Rien que la manière de marcher peut permettre qu'on choisisse un mannequin par rapport à un autre. Il y a des cours de marche dans le secteur du mannequinat. Ça veut dire que même votre manière de marcher est un talent que vous pouvez partager ou même vendre. Oui. Est-ce que vous savez que se brosser les dents, c'est un art? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas se brosser les dents. Parce que pour se brosser les dents, il y a des techniques à utiliser. Le type de brosse à dents à utiliser, c'est une technique parce qu'en fonction de la spécificité de vos dents, vous n'allez pas utiliser le même type de brosse à dents. Le dentifrice à utiliser, ça dépend de la spécificité de vos dents. C'est pour ça qu'il y a une large gamme de brosses à dents, une large gamme de dentifrice. La technique à utiliser pour se brosser les dents n'est pas la même en fonction de la spécificité de vos dents. Il y a un délai pour se brosser les dents. Il y a un art lorsqu'on se brosse les dents. Vous savez que même pour se brosser les dents, il y a une technique et un art à partager qui pourrait aider d'autres personnes. En fait, vous ne pouvez pas dire que vous êtes idiot au point où vous n'avez rien à partager. Tout le monde a quelque chose à partager. La preuve, c'est que même manger est un art. Parce que choisir comment manger, quoi manger, les aliments à manger, comment les cuire, tout ça c'est un art. Même les heures de repas, c'est un art parce qu'on ne mange pas à n'importe quelle heure en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Pourquoi vous ne partagez pas votre savoir? Pourquoi vous ne partagez pas vos connaissances? Pourquoi vous ne partagez pas la minuscule, je veux dire le minuscule talent que vous avez qui peut-être peut être le déclic pour quelqu'un qui est situé à 8000 km de vous et qui n'a besoin que de ça pour s'en sortir.
Parce qu'il y a des personnes que j'appelle des anonymes. C'est pour ça que dans tous mes livres, je dédicace toujours aux anonymes. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui nous suivent. Il y a des personnes qui sont en train de suivre ce direct et qui ne vont ni mettre j'aime, ni partager, ni commenter. Parce que parfois, pour des besoins de réserve. Parce que dernièrement, j'ai rencontré un monsieur qui est dans le gouvernement nigérien et qui me disait vraiment, Claudel, je te suis régulièrement, mais je ne peux pas interagir dans tes publications parce que j'ai un droit de réserve. Et il m'a expliqué et j'ai compris. Donc, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, mais qui ne vont jamais interagir avec vous. Pas parce que nous ne voulons pas le faire, mais parce que, voilà, n'étant pas dans la posture de le faire. Après, je comprends qu'il y a aussi beaucoup d'aigreurs. Il y a des gens qui vous suivent et qui ne vont jamais interagir parce que, voilà, peut-être par jalousie, peut-être pour mieux comprendre comment faire pour vous serrer le cou et vous éliminer définitivement en identifiant vos failles, etc. Bon, ça, c'est d'autres cas de figure. Mais c'est pour vous faire comprendre que peut-être pour vous, ça n'a l'air de rien, mais il y a quelqu'un en Thaïlande, il y a quelqu'un au Burkina Faso, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un en Chine, il y a quelqu'un au fin fond des États-Unis qui a besoin du talent que vous avez pour s'en sortir, pour survivre, pour vivre. Et vous, vous avez ça au Cameroun, vous avez ça au Togo, vous avez ça au Gabon et vous gardez ça pour vous en vous disant que vous n'avez rien à partager. En vous disant que non, est-ce que ce talent-ci même c'est important? Non, tous les talents sont importants. C'est la raison pour laquelle il y a des spécialités dans tous les domaines. Parce que tous les talents sont importants. Peut-être pour vous, ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Même lire, c'est un talent. La preuve, c'est que les entreprises d'édition recrutent des lecteurs pour lire des ouvrages. Parce que pour publier un ouvrage, il faut au moins le lire. Il faut corriger des fautes. Il faut faire la mise en page. La mise en page, c'est un talent que vous pouvez partager. Pourquoi vous refusez de partager votre talent? Et vous arrivez au point où non seulement vous ne partagez pas votre talent, mais quand quelqu'un essaye de partager son talent, vous dites c'est un prétentieux. Il parle en tant que qui? Est-ce qu'il est milliardaire? Quelles sont les entreprises qu'il a créées? Il a déjà fait quoi? Il bavarde tous les jours, il raconte sa vie. Vous voyez jusqu'à quel point nous sommes arrivés? Ça veut dire on a dépassé le stade où on ne partage pas notre savoir, mais on s'attaque à ceux qui essayent de partager le peu qu'elles ont. Même si ces personnes partagent des choses erronées, corrigez-les. Partagez votre savoir en leur montrant ce qu'il faut faire. Venez dire, Claudel, tu es un bandit. Claudel, tu es un arnaqueur. Avec la Startup Academy, vous êtes des marmailleurs. Et ce que vous faites, moi je trouve que c'est du n'importe quoi. Voici comment faire. Faites des vidéos, expliquez-nous ce qu'il faut faire. Organisez des conférences, payantes même. Mettez le prix qu'il faut. Ça veut dire, si vous trouvez que votre conférence, 1 heure, ça doit coûter 5 millions, mettez la conférence 1 heure à 5 millions. Ceux qui auront les moyens vont payer et vont venir apprendre de vous qui faites mieux que Claudel le marmailleur, la Startup Academy, les escrocs. Faites-le. Ne restez pas à dire ce sont des bandits. Peut-être vous, vous avez un talent que nous, on n'a pas. Peut-être vous avez une connaissance que nous, on ne connaît pas. Peut-être vous avez un savoir unique que Elon Musk serait prêt à acheter pour enfin réussir à coloniser Mars avant 2050 avec son entreprise SpaceX. Peut-être vous avez ça, mais nous, on ne sait pas. Mais partagez ça. Vendez ça. Écrivez des livres où vous expliquez ça et vous vendez les livres là même à 800 000, 1 million. Nous allons cotiser pour acheter, mon frère. Pourquoi, 1, tu ne partages pas ton talent? 2, tu restes avec ton talent peut-être dans ta famille ou juste pour toi. Mais en même temps, c'est encore toi qui t'attaques à ceux qui essayent de partager le peu qu'ils ont. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Est-ce que l'Afrique peut s'en sortir comme ça? Est-ce que c'est possible? C'est pour ça que je dis que je suis un éternel étudiant. Il y a une fois, quelqu'un m'a posé la question qui était celle de savoir, mais Claudel, tous les jours, tu bavardes en ligne, tu racontes ta vie, tu racontes ceci, tu racontes cela, tu te trompes même régulièrement. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que ce n'est pas normal que je me trompe? Tu ne trouves pas que c'est normal? Il y a même quelqu'un qui s'appelle Trump pour dire à quel point on peut se tromper, comme Kerry James le disait. C'est normal que je me trompe. Je veux dire, la particularité de l'être humain, c'est qu'il a des failles. Ça veut dire, c'est normal que je me trompe. C'est normal que parfois je dise des choses qui peut-être ne sont pas correctes.
C'est normal que mon angle de vue ne soit pas forcément celui qui doit être universel. La preuve, c'est que même Jésus n'a pas réussi à créer l'unanimité. Parce que si les gens l'ont buté, l'ont fusillé, l'ont pendu, l'ont crucifié, c'est parce que ces gens estimaient que c'est un bandit. Ça veut dire que même Jésus, c'était un bandit. Qui suis-je pour que les gens ne disent pas que tu es un arnaqueur? C'est normal. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Ça n'existe pas. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ça veut dire que même Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité. Ce n'est pas Claudel qui le fera. Ce n'est pas la Startup Academy qui le fera. Par contre, vous, qui connaissez que nous sommes des bandits, des arnaqueurs, des marmailleurs, et qui savez exactement ce qu'il faut faire pour que notre société avance, partagez notre savoir. Partagez votre savoir avec nous. Pardon. Moi, je suis prêt à payer. Parce que moi, je n'aime pas d'abord les choses gratuites. Je suis contre les dons. Je suis prêt à payer. Si vous me dites aujourd'hui, Claudel, vous avez lancé une industrie dernièrement qui s'appelle Startup Foods, qui fabrique un produit qui s'appelle Choco, qui se décline en chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat sans sucre et chocolat noir. J'ai goûté ça dernièrement, surtout le choco noir que vous vendez à 1000 francs et le choco blanc aussi que vous vendez à 1500. Et vraiment, ce n'est pas bon. Moi, vraiment, j'ai goûté ça, ça ne me plaît pas. Vraiment. Je ne sais pas comment vous pouvez fabriquer un chocolat aussi médiocre. Jusqu'à ce que actuellement, vous êtes même en train de lever des fonds pour construire votre usine. Oui, nous sommes en train de construire notre usine. Le délai pour lever les fonds, du moins pour investir dans le projet, c'est le 28 avril. Donc, ceux qui sont intéressés pour investir dans notre usine, Startup Food, c'est le 28 avril, le délai. Si vous voulez investir, contactez Inbox, écrivez en commentaire et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Mais toi, qui sait que c'est un mauvais chocolat, toi qui as goûté et qui vois que ce n'est pas bon, mon frère, organise une formation. Tu mets le prix 7 millions pour 1 heure, durant laquelle tu nous apprends comment faire le chocolat qui est bon. Mon frère, on va payer, non? On va payer. Parce qu'au moins, on a les moyens aujourd'hui pour payer. Si ce n'est que 7 millions qu'il faut payer pour apprendre à faire le chocolat qui est excellent, qui est meilleur que ce qu'on fait actuellement, tu viens nous voir. Tu dis, Claudel, je connais faire un chocolat qui est meilleur que ce que vous faites actuellement là. Donnez-moi 7 millions, je vous montre comment faire. Parce que ce que vous faites là, ce sont des conneries, ce n'est pas bon. On va payer, non, mon frère? On va faire comment pour ne pas payer? Qui sommes-nous pour ne pas payer? Au lieu d'aller en Suisse, comme on va le faire certainement le mois prochain, parce qu'il y a une équipe de la Startup Academy qui va aller en Suisse pour comprendre le savoir-faire suisse. Au lieu d'aller en Suisse, c'est toi qu'on va payer pour le faire. Mais tu sais le faire, tu ne partages pas tes connaissances et tu attaques ceux qui essayent de faire. Tu attaques ceux qui ont réussi à créer une marque et à mettre la marque sur le marché. Tu attaques ceux qui sont en train d'essayer de se battre pour contribuer. Tu ne trouves pas que c'est toi le problème? Depuis 5 ans, avec la Startup Academy, ce n'est que ça que nous faisons. Partageons nos connaissances. Pour partager les connaissances d'un courant de pensée, d'un groupe, d'une idéologie ou plutôt d'un mouvement ou encore d'une communauté, il faut bien la partie visible de l'iceberg. Et moi, j'ai décidé d'être cette partie visible. J'ai décidé d'être celui qu'on va insulter. J'ai décidé d'être celui qu'on va critiquer. J'ai décidé d'être celui qu'on va traiter d'arnaqueur, de bandit, d'escroc. J'ai décidé de prendre les coups pour notre communauté. Parce qu'il faut aussi que quelqu'un le fasse. Oui. Pour toute communauté qui veut se développer, il faut quelqu'un qui va prendre les coups pour la communauté. Moi, j'ai choisi de prendre ces coups pour la communauté Startup Academy, pour qu'on puisse progresser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire des directs comme moi. Ce n'est pas tout le monde qui va se pavaner là sur Internet, venir dire lancez-vous, l'entrepreneuriat, machin. Non. Moi, j'ai des personnes dans l'équipe, dans la communauté Startup Academy qui ne veulent même pas sortir sur une vidéo, qui ne veulent même pas sortir sur une photo, mais qui partagent leurs connaissances au quotidien en nous aidant à améliorer ce que nous faisons.
qui au quotidien vont programmer des algorithmes pour nos applications mobiles, qui au quotidien vont programmer des algorithmes pour les réseaux sociaux que nous comptons lancer bientôt, qui au quotidien vont rédiger des documents, qui au quotidien vont faire du copywriting, qui au quotidien vont travailler sur des stratégies pour optimiser ce que nous faisons, qui au quotidien vont faire de la recherche et du développement, qui au quotidien vont faire du lobbying. Ça veut dire qui au quotidien sont en train de partager leurs connaissances pour nous permettre de progresser, même si elles ne sont pas forcément visibles comme moi, qui a choisi d'être la partie visible. Et la particularité avec toutes les parties visibles, c'est que c'est la partie qu'on voit et qu'on peut facilement insulter, qu'on peut facilement critiquer. Moi, j'aime être critiqué parce que c'est le meilleur moyen pour moi d'apprendre. Je peux vous recommander, si vous voulez apprendre, exposez votre connaissance à la critique des personnes qui ne vous connaissent pas. C'est le moyen le plus efficace d'apprendre rapidement. Parce que quand vous allez communiquer votre connaissance, il y a des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont plus compétentes que vous dans le domaine dans lequel vous êtes en train de vous exprimer et qui vont vous dire « Mais Claudel, c'est un bandit. Il parle de l'inflation, il ne sait même pas ce que c'est. En fait, l'inflation, c'est ça, ça, ça. » Mais lui, il ne sait pas comment je suis en train d'apprendre. Je suis en train de le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il puisse me sortir l'essence de son talent, pour que moi, j'apprenne. Parce que si j'avais gardé ma connaissance pour moi, en me disant que je connais déjà, je n'aurais pas appris de lui. Ça veut dire en venant m'exposer sur Internet, en venant me tromper sur Internet, en venant me faire insulter, je vous pousse à faire ressortir le talent que vous avez en vous et que vous refusiez de partager avant pour que le monde entier, l'humanité puisse en bénéficier et en priorité moi, parce que moi je lis entièrement pour apprendre. Parce que si je ne le faisais pas, votre talent, vous allez le garder pour vous. Et ce que vous devez savoir, c'est que parfois, vous avez une compétence. Vous vous dites que vous êtes le meilleur du monde. Et le jour où vous prenez le risque de partager une seconde de cette compétence, vous allez vous rendre compte que les gens autour de vous vont se moquer de vous, vont rire à 32 dans vous disant « Mais gars, ça c'est quelle bêtise que tu racontes comme ça. » Ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est plutôt comme ça. Pour vous dire que parfois, en partageant votre connaissance que vous croyez absolue, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est vous l'idiot. Et vous avez eu la chance de la partager pour que les autres vous fassent comprendre avec démonstration scientifique à l'appui que vous êtes un idiot, que voilà plutôt ce qu'il faut faire. Partagez vos connaissances. Partagez vos connaissances. Si vous connaissez scier le bois, faites des vidéos, vous montrez comment on scie le bois. Ça va aider un menuisier en Tanzanie à scier le bois comme vous, pour que ça améliore la manière dont on scie le bois. Parce que même scier le bois, c'est un talent. Si vous connaissez comment mettre les carreaux au sol de manière optimale, faites une vidéo où vous montrez comment faire les carreaux, comment mettre les carreaux. Ou alors, organisez un atelier. Peut-être moi, je fais des vidéos gratuites. Sur YouTube, on a près de 800 vidéos gratuites que vous pouvez juste aller avec les dates à regarder. Sur ma page Facebook, c'est plus de 1000 vidéos gratuites. Ça veut dire, moi, j'ai choisi même de le faire gratuitement. Bon, gratuitement, ça veut dire que vous devez quand même payer de vos datas, de votre temps pour suivre. Moi, je le fais gratuitement, ça ne me gêne pas. Si vous trouvez que votre talent est trop important et que vraiment c'est unique au monde, demandez qu'on paye. Vraiment. Dites que c'est 800 millions même. Il y a quelqu'un qui va payer. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va payer. Et si c'est à mon niveau, je vais payer. J'ai pris l'exemple avec Startup Food tout à l'heure, qui est une industrie de la Startup Academy. Si vous identifiez une faille sur un de nos produits, sur un de nos services, et vous avez le talent pour corriger ça, venez me voir. Vous me dites combien vous avez besoin. Et moi, je vais payer. Si c'est à mon niveau, je vais payer. Parce que c'est ça qui permet de progresser. C'est ça que nous faisons avec la Startup Academy. Et moi, ça m'a fait apprendre tellement de choses. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Chaque fois, je rencontre des gens qui me disent « Claudel, comment faire pour devenir comme toi? Tu parles de tellement de choses dans tellement de domaines, alors que toi, tu as fait la médecine. » Et moi, je leur dis « Mon frère, ton problème, c'est que tu ne partages pas tes connaissances. C'est pour ça que tu restes un idiot. Et idiot, c'est un euphémisme. » Moi, ce qui me permet d'apprendre, c'est de partager mes connaissances. Parce que quand je partage mes connaissances, je partage ma médiocrité et je permets au public de m'éclairer, c'est-à-dire d'éclairer les zones sombres de mon inconsistance pour me permettre d'être plus consistant intellectuellement. Toi, tu vas apprendre comment si tu ne partages pas tes connaissances. Parce que les connaissances que tu as peuvent être tellement inconsistantes en termes de contenu
qu'on frôle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. C'est pour ça que j'ai décidé d'adopter le pseudonyme d'assassin, pour assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle que les gens gardent dans leur inconscient collectif en se prétendant étant des savants ou alors des scientifiques ou alors des intellectuels. Non. Un intellectuel, c'est celui qui partage ses connaissances. Ce n'est même pas pour rien que pour progresser sur le plan scientifique, il faut faire des publications scientifiques, c'est-à-dire partager ses connaissances. Ce n'est pas pour rien. On impose le partage de ses connaissances pour progresser, même sur le plan scientifique. Ça veut dire que quand vous voyez que quelqu'un est un professeur, c'est parce qu'il a fait suffisamment de publications scientifiques. C'est-à-dire qu'il a suffisamment apporté à la science. Et la science le récompense en lui disant, oui, maintenant tu peux passer au grade de maître de conférence. Maintenant tu peux passer au grade de professeur. Maintenant tu peux passer au grade de professeur titulaire. Maintenant tu peux passer au grade d'agrégé. Parce que tu as des publications scientifiques. Parce que tu as publié des livres. Parce que tu fais des conférences. Parce que tu assistes ou alors tu es présent dans des sociétés savantes. Parce que tu participes à développer la science. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui suis ce direct-là, qu'est-ce que tu fais? Tout le savoir que tu as depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans là, ça profite à qui? En dehors de ta famille, en dehors de tes proches. En fait, tu es un criminel, on doit t'éliminer, on doit te pendre sur la place publique parce que tu utilises le talent des autres. Tu utilises le savoir que les autres ont partagé. Parce que le vêtement que tu as, ça découle du savoir que les autres ont partagé. La chaussure que tu as, ça découle du savoir que les autres ont partagé. Le téléphone que tu as, ça découle du savoir que les autres ont partagé. Le direct que tu es en train de suivre, ça découle du savoir, les algorithmes d'intelligence artificielle que les autres ont partagé. Toi, tu bénéficies seulement du savoir des autres, mais toi, tu n'apportes rien. On doit te pendre parce que tu ne sers à rien dans la société. Tu es un criminel du savoir, ce que j'appelle un crime intellecticide, c'est-à-dire un crime contre la connaissance, un crime contre le savoir, un crime contre la progression de la science. Tu es un criminel. On doit te pendre et t'éliminer. Parce que tu ne sers à rien. Et je disais même antérieurement, si c'est que tu aimes l'argent, va le faire gratuitement. Si tu aimes l'argent, vends ton savoir. Dis que c'est 500 000, c'est 1 million. Pour me rencontrer pendant 1 heure, c'est 7 millions. Les gens vont payer. Oui, les gens vont payer. Dernièrement, je suivais un documentaire sur Barack Obama. Barack Obama, pour faire en sorte qu'il intervienne dans une de vos conférences pendant 1 heure de temps, vous devez payer 400 000 $. Barack Obama, si vous voulez qu'il intervienne dans une de vos conférences pendant 1 heure de temps, vous devez payer 400 000 $. Vous allez dire que c'est beaucoup. Mais non. Au moins, il a rendu ça possible qu'on puisse accéder à ses connaissances. Même si le coût est élevé. Mais au moins, tu sais que c'est possible d'avoir Barack Obama pendant 1 heure. Si je réussis à lui donner 400 000 $, au moins ce sera possible. Mais chez nous, ce n'est même pas possible parce que ceux qui ont le savoir n'ont même pas prévu qu'il pourrait y avoir des personnes qui auraient besoin de leur savoir. Eux, ce n'est même pas prévu. Vous connaissez combien de milliardaires africains qui partagent son savoir régulièrement, même de manière payante. C'est-à-dire qui dit que je vais organiser une conférence, même si c'est 1 fois par an, et l'entrée à la conférence, c'est 50 millions. Vous connaissez combien de milliardaires africains qui rend au moins ça possible? Parce que si c'était possible, c'est que moi je pouvais dire, ok, je vais économiser mon argent pendant 1 an ou 2 ans. Dès que j'aurai mes 50 millions, je vais aller rencontrer tel milliardaire africain pendant 1 heure, discuter avec lui. Je sais que les 1 heure de discussion là, parce que moi je ne suis pas un bavard, moi je suis sur le terrain. Moi je mène mes projets, nous avons des industries, nous avons des entreprises, nous avons des institutions. Ce qui fait en sorte qu'il y a des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Donc si je le rencontre pendant 1 heure, je n'aurai pas besoin qu'il me raconte sa vie, je me suis lancé, je vendais l'eau, machin. Non, j'aurai des questions précises à lui poser qui vont me permettre de débloquer certains verrous et de passer à une échelle beaucoup plus importante. Et là, même si ça coûte 50 millions pour 1 heure, ça vaudrait son coût. Parce qu'au moins, c'est possible, même si c'est cher. Mais dans notre environnement, ceux qui ont le savoir, ceux qui sont riches, ceux qui sont compétents, n'ont même pas prévu
qu'on puisse bénéficier de leur savoir en fait. Pour eux, ce n'est même pas prévu. Vous connaissez combien de milliardaires camerounais qui font des conférences, ou alors qui publient des ouvrages, ou alors qui publient des articles scientifiques, ou alors qui a mis sur pied un service qui permet à ce qu'en payant un montant, même s'il est exorbitant, de moins pouvoir le rencontrer, même si c'est pour 15 minutes. Vous connaissez beaucoup de riches africains qui le font? Vous connaissez beaucoup de savants africains qui le font? En Occident, tout le monde le fait, même les présidents. Je vous ai pris l'exemple de Barack Obama. C'est 400 000 $ si vous voulez l'avoir pour 1 heure. Ça veut dire que même Barack Obama a rendu ça possible. Tous les milliardaires américains, français, russes, tout le monde rend ça possible. Ils vous disent, si tu me payes tel montant, on se rencontre. On cause 1 heure. Ça me coûte quoi? Moi, je partage mon savoir et c'est payant. Et ça va de droit. C'est normal que ton savoir ait un coût. Parce que ça t'a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans pour avoir ce savoir. Donc, c'est normal que tu le factures au prix que tu souhaites. Mais il y a des gens qui ont besoin de ce savoir. Nous, à la Startup Academy, nous nous sommes dit qu'il pourrait y avoir des personnes au fin fond du Burkina Faso, des personnes au fin fond de la Côte d'Ivoire, des personnes au fin fond du Mali, des personnes, même des Africains de la diaspora, au fin fond des États-Unis, au fin fond de la Chine, qui pourraient avoir besoin des minuscules connaissances que nous avons. Parce que pour moi, je trouve que c'est minuscule. Mais nous avons quand même prévu que certaines personnes peuvent en avoir besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une industrie au Cameroun qui s'appelle Startup Color, où nous fabriquons de la craie, nous fabriquons de la peinture, nous fabriquons des sacs. Nous vendons ces produits au Cameroun et dans plusieurs pays de la sous-région. Oui, on ne fait pas encore 50 milliards par an. Mais au moins, on a un chiffre d'affaires qu'on fait. On est quand même passé de l'étape 0 à l'étape 1. Ça veut dire qu'on peut transmettre comment passer de l'étape 0 à l'étape 1 à quelqu'un qui ne sait même pas où trouver ce savoir. On peut le faire. Et c'est ça que nous faisons. Nous avons une industrie qui s'appelle Startup Cosmétique, où nous fabriquons des produits cosmétiques, où nous aidons des personnes à fabriquer des produits cosmétiques. Nous sommes passés de l'étape 0 à l'étape 1, c'est-à-dire fabriquer des produits, rendre ces produits accessibles au marché camerounais et africain et permettre à ce que n'importe quel Africain puisse savoir comment fabriquer un savon, comment fabriquer une huile, comment créer sa marque, comment vendre son produit. On ne fait pas encore 500 milliards par mois, oui. Mais au moins, on sait comment passer de l'étape 0 à l'étape 1. Et ce savoir-là, on peut le transmettre à quelqu'un qui en a besoin et qui ne sait pas où trouver ce savoir. C'est-à-dire, nous sommes en train de contribuer à l'évolution de la science. Nous avons publié des ouvrages dessus aussi. Nous avons créé une industrie qui s'appelle Startup Foods, qui est une industrie de la Startup Academy qui fabrique des produits agroalimentaires comme le chocolat Choco que vous voyez régulièrement. Actuellement, c'est une usine qui est en train de lever des fonds jusqu'au 28 avril 2021. C'est-à-dire, si vous voulez investir dans cette usine, vous contactez un des numéros qui s'affiche en commentaire ou vous me contactez en privé et je vais vous donner le document qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur l'investissement dans ce projet. Nous avons mis sur pied une marque de chocolat qui se vend au Cameroun, dans plusieurs pays de la sous-région et même en Occident déjà. Nous comptons mettre sur pied d'ici la fin de cette année 30 autres produits agroalimentaires sur le marché. Oui, nous ne faisons pas encore 700 milliards de chiffres d'affaires, mais au moins nous sommes passés de l'étape 0 à l'étape 1. Ça veut dire que si quelqu'un n'a jamais monté une usine agroalimentaire et veut passer de l'étape 0 à l'étape 1, au moins nous avons la crédibilité, nous avons le savoir, nous avons la compétence qu'il faut pour l'accompagner. Après, quand il aura déjà atteint l'étape 1, s'il veut passer à une étape que nous, on n'a pas encore traversée, il pourra aller rencontrer ceux qui ont déjà traversé cette étape-là. Sauf que la plupart de ceux qui ont déjà traversé cette étape n'ont même pas prévu qu'on peut avoir besoin de leur savoir, même si c'est en payant. Aujourd'hui, j'ai ma marque sur mesure que je développe depuis 5 ans déjà, où nous fabriquons des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires de mode. Nous fabriquons tous ces produits au Cameroun en utilisant la matière première locale comme le coton, en utilisant la matière première locale comme les troncs de banane, en utilisant la matière première locale comme des peaux d'ananas et beaucoup d'autres matières premières pour fabriquer des tissus de manière artisanale et fabriquer des vêtements, ou alors en utilisant même la matière première produite de manière industrielle dans des pays en Occident comme en Asie, afin de pouvoir fabriquer des produits qui ont un coût accessible parce que le niveau de vie est très faible ici, afin de toucher 2 segments, le segment du luxe à travers nos produits artisanaux et le segment du mass market à travers des produits qui ont un coût acceptable.
Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une levée de fonds pour construire l'usine de la marque. La levée de fonds va se clôturer le 20 avril. Donc, vous avez l'opportunité d'investir aussi dans mon usine sur mesure. Mais est-ce qu'on fait déjà des chiffres d'affaires en milliards? Non. Est-ce qu'on fait 700 milliards de chiffres d'affaires? Non. Mais au moins, nous avons pu traverser l'étape 0 pour arriver à l'étape 1. Parce que si depuis 5 ans que je le fais et avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions à ce jour, ça veut dire au moins qu'il y a un petit savoir qu'on a. Et ce savoir, nous sommes en train de le partager au quotidien à travers des vidéos, à travers des conférences, à travers l'adhésion à la Startup Academy où nous partageons à nos membres notre expérience, notre savoir. Nous leur donnons la visibilité que nous avons pu bâtir depuis 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, je suis suivi par plus de 400 000 personnes sur Facebook. La Startup Academy est suivie par plus de 100 000 personnes. Ulrich est suivi par plus de 80 000 personnes. Nous avons une chaîne YouTube qui est suivie où il y a plus de 30 000 abonnés. C'est rien. Je sais qu'on n'a pas encore des millions d'abonnés, des milliards. Mais au moins, nous sommes passés du niveau 0 au niveau 1. Et nous sommes en train de nous battre pour partager notre savoir, pour que les autres puissent en bénéficier si eux aussi souhaitent passer du niveau 0 au niveau 1. Nous sommes en train de contribuer de manière modeste à l'évolution du savoir. Vous qui êtes en train de regarder ce direct, vous qui êtes excellent, vous qui êtes un bon médecin, un bon ingénieur, un bon architecte, qu'est-ce que vous faites pour que la science avance? Vous faites quoi? Vous avez publié combien de livres? Vous avez publié combien d'articles scientifiques? Ok, laissons les livres, laissons les articles scientifiques. Vous partagez vos connaissances où? Vous avez donné combien de conférences? Vous avez donné combien de formations? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous faites du savoir que vous avez? En fait, vous êtes inutile dans la société. Vous êtes inutile, vous ne servez à rien. Vous êtes excellent juste pour vous. Alors qu'au quotidien, vous utilisez le savoir des autres. Même pour être excellent, vous avez lu dans des livres, c'est-à-dire dans le savoir que les autres ont partagé. Vous avez lu des articles scientifiques rédigés par les autres, c'est-à-dire le savoir qu'ils ont partagé. Vous avez lu des publications scientifiques. Vous avez regardé des documentaires. Vous êtes allé à l'hôpital. Vous avez été encadré par des enseignants comme le valeureux et l'éminent professeur Captué qui nous a quittés. Mais après avoir bénéficié du talent des autres, vous alors qu'est-ce que vous faites avec tout votre savoir et vous dites je suis un intellectuel, je suis un savant, je suis machin, Claudel là c'est un bandit. Oui, tu es un intellectuel. Qu'est-ce que tu fais? Tes livres sont où? Tes articles scientifiques sont où? Tes conférences, tu les donnes où? Dans ta chambre? Tu partages ton savoir avec qui? Avec tes enfants? C'est ça que tu fais? C'est comme ça que tu contribues à l'évolution de la science? Donc, c'est de cette médiocrité qu'on parle parce que le savoir a un sens et a une valeur lorsqu'il est partagé. C'est lorsque le savoir est partagé que son sens et sa valeur commencent à progresser. Un savoir qui n'est pas partagé ne sert à rien. Il est inutile. C'est ça que nous faisons à la Startup Academy. On nous traite de prétentieux, on nous traite d'arnaqueurs, on nous traite de bandits. On nous traite d'escrocs. Moi, chaque jour, il y a une nouvelle vidéo qui sort, un nouveau direct, une nouvelle personne qui fait une publication pour dire Claudel, c'est un bandit, c'est un escroc. Oui, j'ai accepté d'être la face visible de l'iceberg de la Startup Academy. Et quand on est la face visible, c'est-à-dire c'est la face qu'on peut insulter, j'accepte de prendre des coups pour ma communauté. C'est mon devoir. J'accepte ça. Si c'était dans la religion catholique, je devais dire, je suis un martyr de la Startup Academy. Oui, j'accepte d'être le martyr. Insultez-moi. Oui. Mais ce qui nous importe, c'est de savoir, nous étions au niveau 0 en 2016. En 2021, nous sommes au niveau 1. En 2022, on va peut-être passer au niveau 2. Ensuite au niveau 3. Ensuite au niveau 4. Si vos insultes nous permettent de passer plus rapidement d'un niveau à un autre, parce qu'en réalité, c'est ça qui se passe. Parce que chaque fois que quelqu'un m'insulte, ça me permet de progresser plus vite. Parce que je comprends que voilà un ennemi. Et l'élément le plus motivant, c'est le fait d'avoir un ennemi. Quand tu as un ennemi, tu travailles 50 fois plus. Moi, je me rappelle, lorsque je lançais ma marque sur mesure, au début, qu'est-ce que je faisais? Je prenais des t-shirts. Et je floquais dessus, sur mesure, by Claudel Numbissier. Derrière, je mettais, j'ai vendu mon lit. Et je vendais les t-shirts floqués. Et les gens m'ont insulté sur Internet.
Les gens faisaient des directs. Les gens disaient, regardez-moi un idiot. Il prend des t-shirts qui viennent de Chine, qui viennent de Thaïlande, qui viennent de je ne sais pas quel autre pays. Il flotte dessus. Il dit qu'il est une marque de vêtements. Les gens m'ont copieusement insulté. Et en réalité, ils avaient raison. Après, je suis resté réfléchi, mais attends, pourquoi ces gens m'insultent? Mais ils peuvent avoir raison, hein. Parce qu'effectivement, j'ai acheté un t-shirt, j'ai floqué ma marque dessus et je vends. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai une marque? Non, ça ne veut pas dire que j'ai une marque. Il faut que je leur démontre que je peux vraiment créer une vraie marque. C'est à ce moment que j'ai commencé à me dire, comment fabrique-t-on les tissus? Je suis allé chercher le coton, j'ai cherché les tisserands. On a fabriqué le tissu de manière artisanale. Après avoir fabriqué le tissu à la main, on a utilisé ce tissu pour fabriquer des chaussures, pour fabriquer des sacs, pour fabriquer des vêtements. Ensuite, j'ai recruté des mannequins professionnels, des photographes professionnels. On a fait des shootings photos avec les meilleurs photographes du Cameroun. J'ai recruté les meilleurs graphistes que je connaissais. J'ai payé le prix qu'il fallait. Aujourd'hui, j'ai déjà dépensé plus de 10 millions juste pour prendre les photos de ma marque sur mesure. J'ai réalisé un catalogue excellent. Il y a même un deuxième qui est sorti il y a de cela quelques jours. J'ai créé une plateforme en ligne. J'ai essayé de me mettre aux normes internationales. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me disait qu'il veut avoir des informations sur ma marque, je lui envoyais le catalogue et j'essayais de voir sa réaction après. Et à chaque fois, même ceux de l'Occident me disaient, waouh, ton catalogue là, tu l'as fait où? C'est vraiment fait au Cameroun. Les gens que je vois à l'intérieur là, c'est au Cameroun. Les photos là, qui a filmé ça? Et là, je fais un coucou à Dadji Massoda, qui est un photographe ou plutôt un artiste excellent qui prend des photos extraordinaires. Si vous voyez une photo de moi qui vous cloue le bec, sachez que c'est Dadji. Et en général, il signe Dadji Massoda. Oui, je l'ai fait. Et ces insultes, ces calomnies m'ont permis aujourd'hui de créer ma marque sur mesure, qui est en train de faire une levée de fonds qui va s'achever le 20 avril. Aujourd'hui, c'est plus de 300 millions de souscriptions déjà en 3 semaines seulement. Ça montre le degré d'intérêt que les gens ont pour cette marque. Ça montre le capital confiance que j'ai au moins pu développer. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui, si elles décident de lancer une levée de fonds aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on atteindra des montants aussi importants en si peu de temps. 300 millions quand même de souscriptions en 3 semaines, c'est beaucoup. Ça montre au moins qu'il y a des gens qui me font confiance ou au moins qui font confiance à la marque sur mesure. Donc, les insultes m'ont permis de m'améliorer. C'est pour ça que je suis content Donc, quand quelqu'un m'insulte, je suis fier. Parfois, j'ai une sensation tellement importante qu'elle est similaire à un orgasme. Oui, parce que l'orgasme intellectuel, ça existe aussi. J'en ai régulièrement, surtout lorsqu'on m'insulte beaucoup et lorsque ces insultes me poussent à avoir de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, me poussent à me fixer un cap plus élevé pour aller à un niveau encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, Sur Mesure va construire une très grande usine sur 1000 mètres carrés que nous avons déjà obtenue à la périphérie, c'est-à-dire à la sortie ouest de Yaoundé, où nous allons construire une très grande usine dans les mois à venir. Mais si les gens ne m'avaient pas insulté, si les gens m'avaient laissé faire mes t-shirts floqués, c'est que peut-être 5 ans plus tard, je suis toujours en train de floquer les t-shirts en disant Sur Mesure, floquez les t-shirts, floquez vos t-shirts. Peut-être j'aurais même créé un site internet où je devais dire floquez vos t-shirts sur mesure. C'est-à-dire achetez un t-shirt, mettez le message que vous voulez dessus et sur mesure vous livre le t-shirt floqué. Si les gens ne m'insultaient pas, c'est que peut-être c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est que peut-être je fais les bracelets floqués. C'est que peut-être aujourd'hui je floque même les messages sur le torse des gens. Peut-être que je fais même déjà la peinture des gens. Non. Les insultes m'ont permis aujourd'hui de me projeter et de construire une usine sur plus de 1000 mètres carrés. Je sais que c'est rien. Parce que je sais que beaucoup vont me dire, dis donc, 1000 mètres carrés c'est quoi? L'usine c'est quoi? Une usine c'est au moins 1 hectare. Oui mon frère, je ne suis qu'au niveau 1. J'ai encore beaucoup à apprendre. Toi qui connais les usines d'1 hectare, organise une formation. Non? Tu mets même 50 millions l'entrée. Même si c'est une fois par an, je vais cotiser. Le jour où j'aurai 50 millions, je vais payer, je vais assister et je vais apprendre comment faire pour passer au niveau usine 1 hectare. Mon frère, ce n'est que ça qu'il veut. Ce n'est que ça qu'il souhaite apprendre depuis. Et sauf que voilà, ceux qui ont ce savoir-là passent juste le temps à critiquer et à insulter.
partagez votre savoir. C'est ce que nous faisons avec la Startup Academy. Et comme nous ne pouvons pas le faire seuls, nous avons décidé de permettre au monde entier et à toute personne qui est intéressée par notre idéologie de nous rejoindre à travers le projet Startup Food. Je vous ai dit, la levée de fonds, c'est jusqu'au 28 avril. C'est-à-dire jusqu'au 28 avril, vous pouvez investir dans l'entreprise Startup Food à partir de 100 000 francs. Si vous voulez investir, contactez Inbox, écrivez en commentaire. Nous allons vous contacter et vous donner toutes les informations. Ou alors dans l'entreprise sur mesure jusqu'au 20 avril. C'est aussi possible d'investir. Actuellement, la Startup Academy est en train de construire la Startup Valley. C'est un domaine qui va s'étendre sur 1 hectare, qui va comporter le siège de la Startup Academy SA et de ses principales filiales comme Startup Food, comme Startup Color, comme Startup Cosmétique, comme Startup Motors, comme Startup Pharma, où nous sommes en train de fabriquer des médicaments avec la pharmacopée africaine, ce qu'on appelle les médicaments pharmaceutiques africains améliorés. Et nous avons besoin de vous pour le faire. Depuis 5 ans, nous vous avons montré ce que nous sommes capables de faire. Aujourd'hui, je suis en train de faire ce direct du siège de la Startup Academy à Yaoundé. Nous avons un siège à Douala. Nous avons plusieurs autres acquisitions de nos différents projets. Siège de Color, siège de Startup Farm, Startup Pharma, etc. Et beaucoup d'autres structures qui sont en train de voir le jour. Aujourd'hui, la Startup Academy, c'est une communauté de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement moi. Je veux dire que sur la face visible de l'iceberg. Et vous savez que dans un iceberg, la face visible, c'est toujours la partie la plus petite. Donc moi, j'ai juste accepté de venir en ligne me faire insulter pour que les gens disent que c'est un escroc, c'est un bandit. Mais en fait, il y a une équipe de personnes. Et je tiens à saluer ici tous les membres de la Startup Academy à travers le monde qui nous témoignent de leur témérité, de leur travail excellent au quotidien et qui nous permettent de toujours progresser. Vraiment, merci pour votre témérité parce que c'est grâce à vous que nous sommes en train de réaliser ce que nous faisons. Parce que pendant la tournée africaine, nous sommes arrivés au Burkina Faso et c'était extraordinaire. Quand nous sommes arrivés au Burkina Faso, je me suis dit, dans les petites vidéos que je fais parfois dans ma chambre là, les petites vidéos que je fais parfois dans ma petite pièce au bureau là, les petites vidéos que je fais parfois en marchant, donc ça peut autant impacter quelqu'un au Burkina Faso, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres qu'il ne m'a même jamais rencontré. Ça peut autant impacter les gens à travers le monde. Parce que quand je suis arrivé au Burkina Faso avec l'équipe de la Startup Academy, Lurich, Nancy, nous avons rencontré des personnes depuis l'aéroport qui nous reconnaissaient. Qui nous reconnaissaient à l'aéroport, qui nous reconnaissaient dans l'avion, qui nous reconnaissaient partout en route. Pendant les conférences, c'était très grave. Au Burkina Faso, c'était plus de 500 personnes pendant la première conférence avec des jeunes. La troisième conférence, ou plutôt la deuxième avec les décideurs, c'était plus de 150 personnes. Les consultations qui s'enchaînaient, les cadeaux que les gens venaient nous offrir comme ça, les vêtements. J'ai publié une veste avec le Faso d'Alfani qui est un tissu, l'un des plus prestigieux d'Afrique, qui est fabriqué à la main au Burkina Faso, qui m'a été offert par Issa, qui est un styliste au Burkina Faso. Je lui fais un coucou ici s'il regarde ce direct. Des personnes qu'on n'a jamais rencontrées physiquement, mais qui nous disaient, Claudel, vos vidéos ont changé nos vies. Vous vous imaginez à quel point un petit savoir peut impacter le monde? Parce que là, ce n'est plus seulement le Cameroun ou Yaoundé ou Douala. En Côte d'Ivoire, c'était extraordinaire, extraordinaire. Avec Yann Amor, je lui fais un coucou ici, s'il est en train de regarder cette vidéo, ce direct. C'était incroyable. Partout où on passait, les gens nous disaient merci beaucoup. On fait un travail extraordinaire. Nous sommes en train de nous battre. On vient de créer une coopérative en nous inspirant de vos vidéos. On a décidé que notre cacao ne doit plus sortir de la Côte d'Ivoire. On s'est inspiré de Startup Food pour fabriquer aussi notre chocolat, pour fabriquer nos produits cosmétiques en nous basant du beurre de cacao qui dérive toujours d'une matière transformée de la fève. Oui. Ça nous a choqué de comprendre qu'en réalité, nous avons lancé un combat qui n'est même plus à notre niveau en réalité. Qui n'est plus à notre niveau. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire que je prêche pour ma paroisse parce que forcément, je vais vous recommander de rejoindre la Startup Academy pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette Afrique forte qui doit s'imposer sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan culturel, sur tous les points de la vie. Nous ne devons plus jamais être en arrière. Nous ne devons plus jamais accepter la condescendance des autres parce que les autres n'ont pas un cerveau différent du nôtre.
Nous pouvons aussi nous affirmer ce que nous sommes en train de faire. Sauf qu'on ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin de vous aussi pour le faire. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Vous pouvez investir dans le projet Startup Food. Vous pouvez investir dans le projet Sur Mesure. Ou vous pouvez investir dans Startup Academy SA qui est en train de construire la Startup Valley pour cette année. Vous pouvez investir dans un de nos projets. Oui, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez créer votre propre communauté. Si vous trouvez que Claudel là m'énerve, sa tête m'énerve, c'est un escroc, c'est un bandit, tout ce qu'il raconte là, c'est des bêtises. Oui, mon frère, faites-le dans votre communauté. Ça va aider des Africains et nous en serons fiers. Parce qu'en fait, on le fait pour l'Afrique, on ne le fait plus pour nous. L'Afrique n'a pas besoin de Messie. Il y a beaucoup d'aînés qui ont cru qu'ils seraient... L'Afrique n'a pas besoin de Messie. L'Afrique n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir se crucifier pour nous, non. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas une pierre plus importante qu'une autre. Parce que la taille de la pierre ne fait pas forcément son importance. Votre pierre peut être trop grande au point où ça obstrue la pierre des autres et ça empêche même de solidifier la structure. Donc ce n'est pas parce que votre pierre est grande que vous devenez plus important que tous les autres. Non. Un balayeur dans la rue a aussi une pierre que je suis en train de faire. Parce que si je passe mon temps à faire ces vidéos et que celui qui balaye la route arrête de balayer, quand je vais descendre là tout à l'heure, la rue va puer. Elle sera nauséabonde. Ça veut dire que la pierre qu'il est en train d'apporter là est tout aussi importante que la pierre que j'apporte en faisant ce direct. Comme elle est aussi tout aussi importante que la pierre que nos milliardaires apportent à travers leurs initiatives, que les agriculteurs apportent en étant au champ. Il y a beaucoup d'aînés qui se sont dit, moi, voilà, comme je suis un grand, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé. Et ma pierre, c'est celle-là qui va développer toute l'Afrique. Mon frère, arrête ton obésité de l'inconsistance intellectuelle. Peut-être qu'il faut que je prenne une aiguille pour te dégonfler. Parce que ton obésité est devenue trop obèse. Et là, la tautologie est importante parce que c'est même un euphémisme. Non, mon frère. Tu dois être humble. Tu n'es pas en train d'apporter une pierre plus importante que la pierre des autres. Non. Tu apportes ta pierre comme tous les autres. Donc, si vous trouvez que notre pierre ne vous intéresse pas, apportez la vôtre. Ne rejoignez pas la Startup Academy. Créez votre structure. Mettez-vous ensemble. Apportez une pierre. Ça va nous aider aussi, tout le monde. Vous pensez que si vous ouvrez un restaurant qui est pertinent avec votre communauté, on ne va pas venir manger. On va venir manger. Si vous créez une marque de chocolat qui est pertinente avec votre communauté, vous croyez qu'on ne va pas acheter? On va acheter votre chocolat et vous seriez en train, à travers votre pierre, de contribuer. On n'a pas besoin tous d'être ensemble forcément. Et ce n'est pas parce que nous on apporte une pierre qu'on va empêcher aux autres d'apporter leur pierre, qu'on va éteindre la lumière des autres. Moi je ne comprends pas ces aînés qui sont toujours en train d'attaquer les plus jeunes, disent c'est un voleur, c'est un machin. Apporte ta pierre. On va venir manger si c'est un restaurant. On va venir boire, même si c'est une bière que tu crées. On va venir boire, au moins ça va permettre à l'Afrique de se développer et de ne plus saigner ses devises. Pourquoi c'est si difficile à comprendre? On a fait le Burkina Faso. C'est vrai qu'on avait déjà des membres de la Startup Academy au Burkina Faso qui nous suivaient à distance et qui avaient déjà adhéré. C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai voyagé avec des cartes, des membres, avec les t-shirts. Pour ceux qui étaient au Burkina Faso, vous avez certainement vu ça. Il y a d'autres qui sont devenus membres sur place. Il y a en Côte d'Ivoire, on avait aussi plus de 50 membres et beaucoup d'autres qui sont devenus membres sur place. Il y a beaucoup d'autres pays que nous allons faire dans le cadre de la tournée africaine. Nous comptons faire une date au Sénégal, une date au Mali, une date au Gabon, une date au Togo. Si vous êtes intéressé, si vous voulez inviter l'équipe de la Startup Academy dans votre quartier de l'Afrique, ça peut être le Sénégal, ça peut être le Mali, ça peut être le Bénin, ça peut être n'importe quel autre pays, contactez-moi inbox ou écrivez en commentaire. Nous allons venir parce que toute cette année, nous n'allons faire que des pays africains. Parce que c'est l'année où nous voulons transmettre nos minuscules connaissances à l'échelle africaine. Et l'année 2022, c'est l'échelle de l'Occident. Oui, si vous voulez qu'on vienne dans votre pays, contactez-nous. Nous allons venir, comme nous l'avons fait au Burkina Faso, comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire. Et nous allons implanter des sièges de la Startup Academy au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire dans les semaines à venir.
Parce que c'est un processus qui ne va plus jamais s'arrêter. Et quand je dis siège de la Startup Academy, vous comprenez directement que c'est avec toutes les succursales de la Startup Academy qui viendront avec, c'est-à-dire nos entreprises industrielles, l'entreprise industrielle de nos membres, la chaîne de télé, UN Media et beaucoup d'autres structures que nous sommes en train de développer. C'est un conglomérat qui est en train de se former. Oui. Si vous ne voulez pas nous rejoindre, allez-y, faites pour vous. Nous allons venir. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais terminer ce direct parce que je vous ai dit, c'est un direct improvisé. Parce que voilà, je me suis dit, voilà, je voudrais partager quand même quelque chose avec vous. Nous sommes arrivés au Cameroun, ça fait un jour déjà. On sortait de la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais partager mon expérience avec vous en ce qui concerne cette tournée africaine qui ont été extraordinaires. Parce que quand je regarde une chaîne occidentale, parfois on met no comment. Vraiment, c'est no comment. C'est pour ça que quand j'ai publié les photos de la Côte d'Ivoire, j'ai dit aucun commentaire. Parce que c'était tellement extraordinaire que je n'avais plus de commentaires à faire. Ceux qui étaient là ont vécu. On a partagé une partie du direct, du moins une partie de l'intervention que j'ai eu à faire en ligne. Dans quelques semaines, certainement, la vidéo complète sera disponible parce que l'équipe de Yann Amon a eu à filmer entièrement la vidéo en Côte d'Ivoire et même des formations qu'on a eu à donner avec quelques participants là-bas privilégiés. Mais vraiment, c'était une expérience au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire exceptionnelle. Nous avons rencontré Zach Mwekassa, nous avons rencontré M. Ouattara, qui est la plus grande ferme du Burkina Faso avec le poulet bicyclette. Nous avons rencontré Yann Amon, qui est quelqu'un d'une humilité extraordinaire et d'un leadership captivant, qui nous a accueillis de manière majestueuse en Côte d'Ivoire en nous faisant visiter le fameux BBR dont vous avez vu les photos certainement en ligne. C'est une expérience unique. Nous nous sommes dit, les 5 années que nous avons passées au Cameroun, parce que nous ne souhaitions pas sortir au début, nous souhaitions faire nos propres preuves au Cameroun. Pendant 5 ans, nous nous sommes battus, mais en sortant, nous nous sommes rendus compte que le travail que nous avons fait pendant 5 ans n'était pas vain. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Je pense forcément à BG Group, qui nous a invités au Burkina Faso, à Yann Amon qui nous a invités en Côte d'Ivoire, à tous les autres qui souhaitent nous inviter, aucun souci, contactez-nous, nous viendrons et nous allons installer de facto nos sièges dans ces différents pays afin de permettre à tous les Africains et même en Occident de pouvoir bénéficier de notre savoir. Je vous ai parlé de nos projets qui sont en cours d'investissement, Startup Food qui est en cours d'investissement jusqu'au 28 avril, Sur Mesure qui est en cours d'investissement jusqu'au 20 avril. Et je voudrais terminer cette vidéo sur une note à la fois triste et joyeuse. Pourquoi triste et joyeuse? C'est parce que ce lundi, nous avons perdu, pour moi, le plus grand entrepreneur médical du Cameroun. Je n'ai pas envie d'étendre ça à d'autres pays parce que ce serait prétentieux quand même d'étendre ça à d'autres pays. Je ne connais pas forcément la réalité d'autres pays, mais nous avons perdu le plus grand entrepreneur médical du Cameroun ce lundi, en la personne du professeur Lazare Kaptue, le fondateur de l'Université des Montagnes, l'université dans laquelle j'ai eu à faire 7 ans de médecine, notamment à l'Institut supérieur des sciences et de la santé. Pour moi, c'est le plus grand entrepreneur médical de l'histoire du Cameroun. Je n'ai pas envie de parler de lui en tant que médecin, en tant que professeur de médecine, en tant qu'agrégé, hématologue, immuno. Je n'ai pas envie de parler de lui sur cet aspect parce que tout le monde connaît déjà ça. Tout le monde connaît que c'est une référence dans son domaine. Il a été un pionnier pendant plus de 50 ans. Il a accompagné des générations et des générations de médecins qu'il a formés, qu'il a encadrés. Je n'ai pas envie de revenir dessus parce que je pense que tout le monde connaît ça. Vous pouvez taper en ligne professeur Lazare Kaptue. Vous allez voir toutes les informations sur son parcours, sur sa formation en médecine, sur tout ce qu'il a eu à faire, sur le plan médical, dans le domaine de la recherche où il était très pointu. Je vais laisser ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat médical. Parce que ce monsieur s'est levé, c'est vrai qu'il n'était pas seul, mais on parle toujours de la partie visible de l'iceberg. C'est un peu comme avec la Startup Academy. Quand quelque chose se passe à la Startup Academy, on dit que Claudel c'est un bandit, Claudel c'est un escroc, Claudel c'est ceci. Parce que c'est lui la partie visible de l'iceberg. Donc même si un gars va au quartier, il fait quelque chose au nom de Startup, on va dire que c'est Claudel. J'assume. Vraiment, je ne me dédouane pas.
Si quelqu'un de ma communauté ou de la communauté Startup Academy pose un acte, j'assume que cet acte soit négatif ou positif. C'est moi qui ai choisi d'être la partie visible, on ne m'avait pas demandé. Donc, acceptez aussi que quand je parle de l'Université des montagnes, je parle du professeur Lazare Captier. Je sais qu'il n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres imminents professeurs, beaucoup d'autres imminents intellectuels, beaucoup d'autres imminents manœuvres, maçons, menuisiers et toutes ces compétences réunies qui travaillaient avec lui. Mais je vais parler de la partie visible parce que c'est lui qui matérialisait toute cette profondeur entrepreneuriale sur le plan médical. Le professeur Lazare Captier, pour moi, est le plus grand entrepreneur médical de l'histoire du Cameroun. Peut-être qu'il y en aura un autre qui viendra après, mais pour moi, c'est le plus grand. Pourquoi je le dis? Parce que dans un pays comme le Cameroun ou dans un quartier comme le Cameroun, penser à créer une université avec pour cœur de métier la formation dans les métiers de la médecine et de la santé, il fallait oser pour le faire. Il fallait oser pour créer une université privée, spécialisée ou du moins ayant pour cœur de métier les disciplines de la santé, parce qu'une université, ce n'est pas seulement quelques institutions. Il y a plusieurs autres formations que l'Université des montagnes faisait dans l'ingénierie biomédicale, dans l'informatique, même dans les langues, etc. Mais moi, je vais beaucoup plus parler de l'aspect médical parce que c'était l'aspect pionnier dans ce domaine. Il fallait oser pour le faire. Il fallait oser pour créer une association. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui a créé l'association, mais c'est comme ça que l'université fonctionnait. Il y a une association qui s'appelle l'Association pour l'éducation et le développement, l'AED, qui est dans la promotrice de l'Université des montagnes. Moi, c'est un modèle qui m'a inspiré. Moi, j'ai trouvé ça très puissant. Qu'une association puisse avoir un projet d'une envergure aussi importante. C'est un projet d'une envergure continentale qui est l'Université des montagnes. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence, c'est ça qui m'a inspiré à créer l'association Startup Academy qui porte les projets industriels que nous avons, comme Startup Color, comme Startup Food, comme Startup Cosmétique, comme Startup Motors et tous les autres projets que nous avons qui sont portés par l'association. Parce que beaucoup de personnes me disent toujours, ah, l'anglais, c'est l'association. Non, dis donc. Startup Academy, là, c'est une association. C'est quoi? C'est des conneries. Est-ce qu'il y a une entreprise? Et moi, ça m'amuse toujours. Parce qu'eux, ils ne savent pas que moi, je me suis inspiré du plus grand entrepreneur médical de l'histoire du Cameroun. Parce que quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, waouh, l'AED qui est la promotrice de l'Université des montagnes. L'Université des montagnes qui a pour ambition de créer une institution ou un ensemble d'institutions dont le cœur de métier, c'est la formation médicale. Institution privée au Cameroun. Mais il fallait oser pour le faire. Et il a fait. Moi, je me rappelle quand j'étais en faculté de médecine, la question qu'on se posait, c'était est-ce que nos diplômes seront reconnus? La question, mais il y a même beaucoup de mes aînés ont même fini la médecine dans d'autres pays comme à Kinshasa. Parce que le pays ne permettait pas qu'ils puissent finir leurs études ici parce que l'université n'était pas reconnue. On disait vos conneries là, vous allez aller soigner vos propres enfants avec votre formation. Donc nos aînés partaient à Kinshasa soutenir. Nous, on a été sous la tutelle de Toulouse, qui composait même nos évaluations. Moi, en 6e année, moi j'ai composé avec une évaluation dont l'épreuve venait de Toulouse. Ça ne venait pas du Cameroun. Pour vous dire à quel point l'adversité était extrême. Moi, je me rappelle qu'on était en stage dans les hôpitaux, où dans certains hôpitaux, on nous refoulait, on nous disait, tout le monde fait des stages ici, mais vous là, non. Vous êtes des idiots. Est-ce que vous avez même les microscopes à l'hôpital? Les médecins qui nous insultent au quotidien, que vous là, est-ce que vous apprenez même la médecine? Je ne peux pas seulement citer d'hôpitaux parce que je n'ai pas envie de stigmatiser. Moi, je connais des hôpitaux dans la ville de Yaoundé où on n'avait pas droit au staff. Ça veut dire qu'on finissait une ronde avec les médecins partaient faire un staff avec les spécialistes, les professeurs en médecine, les étudiants de certaines facultés, mais nous, on n'avait pas accès à ce staff parce que venant de l'Université des montagnes. Mais cette adversité, ces ensembles de frustrations nous ont poussé à nous dire, on ne va pas se laisser faire. On va se battre. Parce que notre pionnier, le professeur Lazare Captier, s'est battu pour que notre université ne soit pas fermée. Et nous, en tant que ses cadets, en tant que ses élèves, en tant que ses poulains,
Nous allons nous battre pour ne pas nous laisser faire. Et on s'est battu. C'est pour ça que moi, quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai dit non, je ne peux pas être un médecin comme les autres. Il faut qu'on leur montre que le combat ne va pas s'arrêter à l'hôpital. Il faut qu'on crée aussi comme lui, il a créé. Parce qu'il nous a inspiré à créer. Parce que quand il nous faisait cours d'hématologie, moi je me rappelle une fois, quand j'étais en première année de médecine, il nous disait, mes enfants, je ne vous forme pas pour aller travailler à l'hôpital. Hein. Je vous forme pour créer des hôpitaux et employer d'autres médecins. Moi, j'ai gravé ça dans mon cerveau à vie. Et quand je suis sorti de la fac de médecine, oui, c'est vrai, j'ai eu à travailler dans certains hôpitaux publics, privés et confessionnels. J'ai eu à faire des stages dans certains hôpitaux. J'ai eu à postuler même pour la fonction publique. C'est vrai que je n'ai pas eu le concours et j'en suis même fier de n'avoir pas eu ce concours. Peut-être ça aurait restreint mon désir de pouvoir apporter ma plus-value. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, il faut que je contribue comme ce pionnier a eu à le faire. Parce qu'il nous a montré la voie que c'est possible. Il nous a dit que c'est possible. Il a fait la montagne, qui aujourd'hui, 20 ans après, fait partie des universités pionnières dans le domaine de la médecine en Afrique francophone. Il y a des Tchadiens qui viennent se former à l'université des montagnes. D'ailleurs, l'université des montagnes va bientôt ouvrir une faculté au Tchad. Il y a des Guinéens qui viennent se former. Il y a des Congolais qui viennent se former à l'université des montagnes. Aujourd'hui, l'université des montagnes, c'est plus de 1000 médecins formés qui sont partout à travers le monde, qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, qui sont au Canada, qui sont partout au Cameroun. Ce monsieur mérite tous les hommages. Moi, je suis juste peut-être en train de faire le direct pour lui rendre hommage, mais en réalité, à travers mon travail au quotidien, je lui rends hommage à travers mon travail. Quand je décide de créer SOS Médecins Cameroun, je pense au professeur Lazare Captué. Je me dis non, il faut qu'il comprenne qu'il ne s'est pas battu pour rien. Il faut qu'il comprenne que toute l'adversité qui s'est mêlée contre lui, contre son projet, contre son équipe, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas formé des idiots, qu'il a formé des personnes sectionner une couveuse dernièrement.